Bonjour, bienvenue à notre webconférence dans laquelle nous discuterons des problématiques les plus fréquentes en VR et comment les éviter. Je me présente, Luc Lebel, amoureux de la nature, amateur de plein air et passionné de camping que je pratique depuis les 30 dernières années. Je suis également un formateur de l'école de l'AFQCC depuis ses débuts en 2004. Il me fait plaisir de vous présenter ma co-animatrice, Mme Lucie Fréchette de Leclerc Assurance. À toi, Lucie. Merci, Luc. Je vais commencer par vous parler des mauvaises manœuvres. Plus de 50 des causes de réclamation chez les assureurs sont les collisions simples, ou ce que nous pouvons appeler les erreurs du conducteur. Et 26 de ces réclamations sont des pertes totales. Ce ne sont pas les accidents avec les autres voitures qui sont les plus fréquents, mais plutôt le VR qui, toute seule, se met dans le pétrin et à cause de l'inexpérience ou l'inattention du conducteur. Voici quelques exemples, Luc. Un VR qui recule et qui frappe un autre véhicule, un bâtiment ou qui rate son coup, tout simplement. Dans les stations-service, que dire du nombre de VR que nous devons repeindre à chaque année parce que les conducteurs ont mal jugé la largeur de leur véhicule, ou un mauvais jugement de la hauteur sous un pont. Ce qui devrait arriver arrive, donc au mieux, la climatisation est arrachée, ou au pire, D'entrée de jeu, on comprend que les collisions simples ou les mauvaises manœuvres sont souvent des erreurs humaines, qui, la majorité du temps, peuvent être évitables. Comment prévenir et éviter ces collisions simples? C'est en adoptant des techniques de conduite sécuritaire suivantes. Laissez-moi vous expliquer. Tout d'abord, vous devez établir une procédure de vérification avant de quitter avec votre VR. Cette procédure de vérification consiste en une liste de points importants à vérifier avant de prendre la route avec votre VR. Vous devez la respecter à la lettre. Vous ne devez pas la déléguer à vos passagers et vous devez toujours l'appliquer de façon rigoureuse. Voici quelques trucs pour être un conducteur plus prudent et plus sécuritaire avec votre VR. Nos VR sont plus longs, sont plus lents, sont plus hauts, sont plus lourds et sont plus larges. Par conséquent, vous devez bien maîtriser les dimensions de votre VR, c'est-à-dire sa hauteur, comme tu faisais référence tantôt, Lucie. Il y a aussi le point de pivot au niveau de notre VR. Plus le véhicule est long, plus le point de pivot est à prendre en considération. Il y a aussi la distance de freinage. Ces points sont affectés si vous décidez de tracter un véhicule. Un autre truc aussi, c'est lorsque vous êtes sur la route avec votre VR et que la circulation est déviée, à gauche les automobiles et à droite les camions. Je vous recommande fortement de prendre la route des camions avec votre VR. Au niveau de la longueur de votre VR, lorsqu'il vous entamez une courbe à droite, on colle la ligne du centre à gauche pour ensuite tourner à droite. Pour tourner dans une courbe à gauche, on colle la ligne de l'accotement qui se trouve à votre droite, puis on tourne à gauche. Dans une intersection, le point de pivot et la longueur de votre VR sont encore plus importants. Dans une intersection, on parle d'un virage en 90. Pour tourner aux intersections, je vous suggère d'avancer le plus loin possible plus loin qu'une voiture ordinaire, puis tourner rapidement le volant dans la direction voulue. Le point de pivot est toujours avec votre premier essieu arrière. Afin d'effectuer un virage à droite, le conducteur du VR doit faire un petit crochet vers la gauche pour ensuite obtenir l'espace de manœuvre nécessaire pour passer l'intersection. Pour faire un virage à gauche, le conducteur fera un petit crochet à droite pour effectuer son virage. La courtoisie et la prudence dictent alors aux automobilistes autour de vous de rester en retrait afin de vous permettre d'effectuer votre virage en toute sécurité. Au niveau de la hauteur et la longueur et le point de pivot de votre VR, ceux-ci sont des points que nous oublions fréquemment, comme faisait référence Lucie tantôt. Il faut être doublement vigilant au niveau de ces 3 points lorsqu'on se trouve dans des endroits restreints ou non familiers. Par exemple, une nouvelle station d'essence, un garage ou une entrée de cour. Une autre façon d'avoir une conduite sécuritaire avec notre VR est d'avoir une bonne posture au volant pour bien conduire. Ce n'est pas qu'une question de confort, c'est aussi une question de performance et de sécurité. Tout d'abord, il faut avoir le dos droit. Assoyez-vous le plus droit possible par rapport au volant et à la bonne distance.
Advenant le déploiement des sacs gonflables, ceux-ci seront plus efficaces si vous êtes assis correctement. Au niveau de l'appui-tête, 90% des gens négligent d'ajuster leur appui-tête. Celui-ci devrait être environ à 10 cm de votre tête ou à la hauteur des yeux ou à la hauteur de la partie supérieure de vos oreilles. Au niveau de vos pieds, la première chose à faire en se glissant derrière le volant consiste à ajuster la banquette, soit vers l'avant, vers l'arrière, puis en hauteur et en inclinaison si ces ajustements existent. Ajustez ensuite le dossier, l'appui-tête et le volant s'il est inclinable et rétractable. Pour valider que vous êtes bien assis, vous devriez être en mesure de mettre votre pied droit au plancher sous le frein. Le volant. Pour savoir si le volant est bien ajusté pour vous, la hauteur du volant doit être à la hauteur du menton. Pour savoir si vous avez la bonne distance avec le volant, vous devriez être en mesure de tendre le bras par-dessus le volant et de façon à pouvoir casser le poignet tout en gardant votre omoplate contre le dossier. Au niveau de nos VR, comme je disais tantôt, c'est des gros véhicules. Il faut faire attention aux angles morts. Elles sont impressionnantes en nombre et en étendue. Elles imposent à divers degrés un handicap visuel aux conducteurs, et ça malgré la présence de rétroviseurs. Maintenant, au niveau de la fatigue. Je vous conseille de ne pas conduire dans des situations de fatigue extrême. Ainsi, évitez de conduire 6 heures ou plus par jour de façon continue. La fatigue, le stress peuvent vous faire oublier les dimensions de votre VR. Apprenez à reconnaître les premiers signes de fatigue. Bâillez-vous fréquemment. Cognez-vous des clous. Changez-vous de voix sans le vouloir. Vos paupières se ferment-elles toutes seules? Avez-vous de la difficulté à vous concentrer, à demeurer vigilant? Le risque de tomber endormi est élevé entre 13 h et 15 h l'après-midi et entre minuit et 6 h le matin. Je vous recommande de ne jamais entreprendre de longs trajets après une journée de travail. Il faut conduire le jour si possible. Ne planifiez pas de vous installer au camping lorsqu'il fait nuit et encore moins après 6 heures de route continue. Merci, Luc. En tout cas, moi, quand je vais prendre le volant tout à l'heure, je vais m'installer et mettre en pratique tous les conseils que tu m'as donnés là, pour bien m'asseoir, vérifier mon volant, puis mon appui-tête, que je pense qu'on ne change jamais de place. Jamais. On ne touche jamais à ça. On embarque dans un véhicule, puis peu importe qui était avant nous, on laisse tout en place comme c'était avant. Même les rétroviseurs sur le côté, souvent, quand j'arrive sur la route, ça m'est arrivé ce matin même, je suis partie sur la route, puis je voyais mal dans mon angle mort. Fait que merci de ces conseils, c'est incroyable. Des fois, les petites choses qu'on oublie. Maintenant, je vais vous parler des pneus qui éclatent. Un pneu qui est en mauvais état peut affecter la conduite et la sécurité d'un véhicule de plusieurs façons. De un, il peut éclater lorsque nous conduisons, ce qui peut causer une perte de contrôle de notre véhicule. Avec une perte de contrôle, même si elle est que momentanée, il peut arriver plusieurs choses. En premier, on peut faire une sortie de route qui peut être plus ou moins spectaculaire, dépendamment de l'état de la chaussée, mais c'est toujours stressant. Ça peut nous causer, vu l'éclatement, de faire un freinage brusque qui met en danger, qui nous met nous en danger, mais aussi les gens qui nous suivent, qui ne s'attendaient pas à ce qu'on freine brusquement. Et cette perte de contrôle peut aussi nous faire changer de voie et en changeant de voie, frapper un autre véhicule. À chaque été, on voit à peu près une soixantaine de réclamations qui sont causées par des pneus qui ont éclaté. Heureusement, il y en a très peu qui sont des réclamations avec des conséquences très graves. Le coût moyen d'une réclamation qui est due à un pneu qui éclate se situe aux alentours de 4 000 $. Par contre, un pneu qui éclate, c'est souvent parce que le pneu, on a roulé dessus pendant plusieurs heures. Donc, c'est des accidents qui arrivent quand les gens en VR sont à l'extérieur du Québec, ce qui veut dire que leurs vacances sont un petit peu tombées à l'eau à cause d'un pneu qui était en mauvais état. Effectivement, les pneus qui éclatent, ça peut chambarder des vacances. Merci, Lucie. Quand on parle de pneus qui éclatent, on peut souvent faire référence à des pneus trop mous, trop gonflés ou usés. Comment prévenir et éviter que nos pneus éclatent?
Bien, je vous recommande d'examiner régulièrement vos pneus. C'est-à-dire au printemps, avant votre premier départ avec votre VR, avant chaque long voyage et durant ces longs voyages, pour identifier des déformations, des pneus fissurés ou de l'usure anormale qui serait habituellement reliée à un pneu trop gonflé ou pas assez gonflé. Examinez aussi la pression de gonflage afin de vous assurer qu'il soit gonflé selon la recommandation de pression sur le pneu. Si vous n'êtes pas à l'aise d'examiner la pression de votre pneu, fiez-vous à un garagiste près de chez vous. On recommande de remplacer les pneus en service depuis les 7 dernières années de la date de fabrication qui est indiquée sur votre pneu. Pour déterminer la date de fabrication de votre pneu, vous avez qu'à regarder le code DOT qui est inscrit sur votre pneu. Normalement, vous allez avoir les lettres DOT sur votre pneu suivies de 4 chiffres. Par exemple, DOT 2204. Cela signifie que le pneu a été fabriqué la 22e semaine de l'année 2004. Si vous avez un pneu qui est de cette année, vous devez immédiatement le remplacer. Il est passé son espérance de vie. Je vous recommande également de protéger vos pneus du soleil pendant leur remisage, car cela augmente leur durée de vie. Un autre problème qui peut causer le l'éclatement d'un pneu est la surcharge. Beaucoup trop de caravaniers surchargent leur VR, souvent sans le savoir. La surcharge la plus commune, c'est la charge lorsqu'on dépasse la charge utile de notre VR. C'est-à-dire que, selon le manuel du fabricant, notre VR peut avoir une charge utile de 1500 livres, alors qu'en réalité, nous en mettons 2000 livres. Ainsi, votre VR est en surcharge de 500 livres. Il y a aussi d'autres types de surcharge. Par exemple, que lorsque la charge sur l'un ou l'autre des essieux dépasse la charge indiquée dans le manuel du fabricant paressieux. Il y a un autre type de surcharge, c'est lorsque la charge adéquate pour la catégorie de vos pneus est dépassée. C'est 3 types de surcharge qu'il faut prendre en considération, mais la plus commune, c'est lorsqu'on dépasse la charge utile du VR. À toi, ma chère. Merci, Luc. C'est pas facile, hein, se souvenir de tout ça avant de prendre la route avec son VR. Justement, je vais vous parler des oublis. Les oublis que les gens peuvent faire lorsqu'ils partent avec leur VR ou lorsqu'ils sont en camping. Parce que la plus grande cause de réclamation dans cette catégorie est souvent quelque chose qui est, je vais être honnête avec vous, ce n'est pas vraiment un oubli. Ce sont les auvents qui prennent dans le vent. Les gens n'oublient pas, c'est pas qu'ils oublient de fermer leur auvent avant de s'absenter, mais plutôt qu'ils négligent de le fermer parce qu'ils se disent que c'est trop de trouble fermer leur auvent. En 2018, juste pour vous mettre un petit peu de chiffres, nous avons eu pour plus de 1,2 million de dollars en réclamation pour juste des auvents, juste réparer et remplacer des auvents qui se sont fait arracher par le vent pendant que les clients étaient absents. Ça compte pour 15 % de toutes nos réclamations dans une année. C'est un gros pourcentage. C'est des réparations que je tiens à préciser parce que naturellement, ça se passe pendant les 2 semaines de la construction, qu'on laisse notre auvent ouvert et qu'on est sur le terrain de camping. Ces réparations-là ne vont certainement pas pouvoir se faire pendant que vous êtes en vacances. Donc, vous allez passer le reste de vos vacances, pas d'auvent, pour vous mettre à l'abri du soleil. Avec le dérèglement climatique, nous voyons une grosse augmentation de fréquence et de sévérité des tempêtes de vent. Donc, les tempêtes arrivent beaucoup plus rapidement, sans vraiment qu'on le sache d'avance, et sont extrêmement violentes. S'il vous plaît, si vous devez vous absenter, même pour quelques minutes, prenez le temps de fermer votre auvent. Maintenant, c'est presque tous des auvents électriques. Ça se fait très rapidement avec un petit bouton. D'autres réclamations qui sont causées par des oublis sont, par exemple, la chaîne ou l'attache de la remorque qui est mal fixée et qui fait en sorte que la remorque se détache du véhicule à la première grosse bosse. Souvent, la première grosse bosse, c'est en sortant du terrain de camping, donc ça fait une sortie assez spectaculaire de ces vacances. Et gênante. Et gênante. Je n'osais pas dire gênante, mais on aimerait mieux pas. Hein? Des vélos, des cargaisons qui sont mal fixés, parce qu'on est très pressé de partir, donc on fixe mal nos choses. Donc, on a des réclamations des vélos qui sont tombés pendant qu'on était sur l'A20.
ou bien quelque chose de plus lourd qui tombe, qui cause des dommages aux gens qui nous suivent. D'autres réclamations pas très agréables, ce sont les tuyaux d'eau grise et eau noire qui se font arracher. Encore une fois, trop pressé de partir et on laisse tout ça attaché, ça fait un beau dégât. Ou une extension que les gens ont oublié de rentrer ou ont pensé que c'était leur conjoint qui devait la rentrer. Et on part et on arrache un beau coin avant de partir. Tous des exemples là, de réclamations d'oubli. Vraiment, c'est intéressant comme information, Lucie. Puis au niveau des fameux auvents, moi, personnellement, j'ai vu plusieurs amis qui ont perdu leur auvent en cours de route sur la route. Fait que là, je comprends un petit peu la moyenne des réclamations par auvent au niveau de 4 000 $. C'est vraiment beaucoup de sous pour les caravaniers. Comment prévenir et éviter ces oublis? Mais moi, je conseille à tout le monde d'avoir une liste de points à vérifier et d'en faire une religion de vérifier ces points-là avant le départ. Toujours vérifier votre liste de points avant de quitter avec votre VR. Au printemps, lors de votre première sortie, lors de votre premier voyage, en cours de route, vous stationnez, vous arrivez à votre point de vacances, vous restez 2 semaines, vous ramassez le tout avant de quitter. Toujours effectuer votre vérification avant le départ. Ça va vous permettre de vous assurer que votre fameux auvent est bien enclenché. S'il n'est pas électrique, s'il est manuel, qu'il est bien enclenché. Ça va permettre de vérifier que les vélos sont bien attachés. Ça va permettre de vérifier que l'antenne est rentrée, que l'escalier est bien rentré, etc., etc. La vérification avant le départ, c'est un élément clé pour éviter et prévenir les oublis. Aussi, au niveau des véhicules lourds, le parallèle que je veux faire, je veux juste vous informer que la loi sur les véhicules lourds oblige les conducteurs de véhicules lourds à faire une vérification avant le départ. C'est pourquoi nous, en tant que caravaniers, même si certains de nos véhicules sont vraiment lourds, on est exclus de la loi sur les véhicules lourds. Par contre, on essaie de respecter le principe de cette loi qui est très sécuritaire pour les véhicules lourds, donc pour nous ici, d'où l'emphase qu'on met d'inciter les gens de faire une vérification avant le départ. C'est ainsi l'élément clé de ne rien oublier et avoir une conduite sécuritaire et prudente avec votre VR. Une autre façon d'éviter les oublis, de les prévenir, c'est de faire une très bonne utilisation de nos rétroviseurs. Lorsqu'on conduit notre VR, on regarde en avant, mais on doit aussi alterner notre vision dans les rétroviseurs. Les rétroviseurs doivent être super bien ajustés pour le conducteur, et cela avant de prendre la route, numéro 1. Mais au niveau des rétroviseurs, il y a normalement 3 zones. A, B, C. La première zone, qui est la plus près du conducteur, si on regarde le côté à gauche, la première zone dans le rétroviseur devrait vous permettre de regarder le côté de votre VR et ainsi vérifier que non, je n'ai pas de porte de compartiment qui ballotte au vent, mes pneus ils ont l'air en bonne condition et sur le côté du passager, valider que effectivement mon auvent il est bien enclenché, mon escalier est bien rentré et que tout baigne dans l'huile. C'est pour ça que c'est hyper important de faire une bonne utilisation de nos rétroviseurs. Une autre erreur commune est d'oublier le point de pivot et la hauteur de son VR. La façon de ne pas oublier la hauteur de son VR, ce que nous recommandons, est d'utiliser l'autocollant que vous allez voir affiché dans la webconférence. C'est un autocollant de la FQCC et cela vous permet d'indiquer la hauteur de votre VR dans le système métrique et dans le système anglais. Il ne faut pas oublier qu'au Canada, on est dans le système métrique, mais si vous vous promenez aux États-Unis sur les petites routes secondaires et que vous venez pour traverser un viaduc et que la hauteur du viaduc est 11 pieds 6 pouces, vous devez immédiatement savoir la hauteur de votre VR qui est probablement 11 pieds 3 pouces, donc vous êtes en mesure de traverser en toute sécurité le viaduc. Ceci est un autre élément clé pour éviter les oublis et les erreurs avec votre VR. À toi, ma chère Lucie. Merci, Luc. Très bonne idée de mettre la hauteur en pieds et en mètres. Quand tu me dis ça, tu me fais penser à mon père qui pense encore dans le système anglais. Fait que si on voit 3 mètres, il va me demander c'est quoi en français, ça? Mais très bonne idée. Maintenant, je vais vous parler des dommages par l'eau. C'est des dommages qui ne sont jamais très agréables. Une infiltration d'eau, ce n'est pas toujours couvert par son contrat d'assurance.
Les infiltrations d'eau qui sont causées par la détérioration de nos joints ou du toit ne seront pas couverts car ils sont occasionnés par l'usure des matériaux. Ce sont des dommages qui auraient pu être empêchés avec un entretien régulier des matériaux de notre VR. Ce qui sera couvert, par contre, ce sont des événements, ce qu'on appelle soudains et accidentels, tels une tempête qui fait tomber une grosse branche sur le toit de la roulotte et que la pluie s'infiltre après dans son unité. Nous couvrons aussi les dommages causés par des problèmes de plomberie, aux fameux tuyaux, les toilettes, les beaux réservoirs d'eau noire et grise qui débordent, les tuyaux qui éclatent, etc. On a quand même plusieurs réclamations causées par les dommages par eau. À chaque année, l'assureur paye pour au moins 1,7 million de dollars de dommages en eau. Après les collisions simples, qu'on mentionnait plus tôt, c'est l'eau qui est la plus grosse perte pour un assureur et c'est aussi une des plus grandes causes de perte totale pour un assureur parce que dès que de l'eau touche à de l'électrique ou un plancher de VR, ça devient un véhicule qui est une perte totale, malheureusement. Vraiment intéressant comme information. Puis, comme expérience personnelle, Lucie, je peux te dire, moi, que je connais plusieurs de mes amis qui ont également eu des problèmes d'infiltration d'eau. Puis, c'était pas à cause d'une grosse branche à tomber sur le toit ou d'une tempête, c'est à cause d'un manque d'inspection et d'entretien. On néglige un véhicule qui est hyper dispendieux, qu'on a besoin pour nos vacances, puis on s'attend qu'il va fonctionner, tout va aller bien quand on néglige l'entretien. Comment éviter les infiltrations d'eau et les prévenir? C'est simple, c'est très simple. Il faut faire une inspection et un entretien régulier de notre VR. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement une inspection visuelle. Vérifier le calfeutrage extérieur de votre VR. Est-ce qu'il est fendillé? Est-ce qu'il est enlevé complètement? Vérifier le toit. La même chose. Est-ce qu'il y a des fissures sur le toit? Est-ce que le calfeutre sur le toit est brisé, fendillé ou enlevé? Si vous voyez des choses de ce genre-là, le calfeutrage fendillé ou enlevé, il faut immédiatement y remédier, sinon c'est propice aux infiltrations d'eau. Donc, comment éviter ça? Il faut absolument faire un entretien régulier. En faire un au minimum au printemps avant de partir avec notre VR et au minimum à l'automne lorsqu'on le stationne, on le remise pour l'hiver. Aussi, il ne faut pas prendre pour acquis que si nous avons un VR neuf, on n'aura jamais d'infiltration d'eau. Moi, je parle par expérience, j'ai certains de mes amis qui ont des machines neuves et ils ont connu des problèmes d'infiltration d'eau pour la même raison. Le calfeutrage a fendillé, ils n'ont pas fait d'entretien, puis ils s'en ont aperçu lorsqu'ils ont fait du camping. Il faut faire absolument un entretien, une inspection régulière pour éviter les problèmes d'infiltration. Tu as fait référence tantôt, Lucie, à des problèmes d'infiltration d'eau avec la canalisation, les boyaux à l'intérieur. Un exemple fréquent qu'on néglige avec nos VR, c'est de faire une bonne hivernisation de notre tuyauterie. Il faut mettre la bonne quantité d'antigel lorsqu'on hivernise notre VR à l'automne. Ça aussi, ça peut occasionner des problèmes d'infiltration d'eau. Tout ça pour dire, Luc, qu'avoir un VR, c'est beaucoup de responsabilités. Hein? Beaucoup. Il y a beaucoup de choses à vérifier. Beaucoup plus qu'on pense. Oui, oui. Maintenant, je vais vous parler des réclamations qui peuvent influencer votre prime. Pas seulement votre prime de VR, mais aussi votre prime d'assurance automobile et d'habitation. Le taux de sinistralité pour les VR depuis les 2 dernières années, soit 2007 et 2018, s'est situé autour de 75 %. Ce que ça veut dire pour vous, c'est que pour chaque 100 $ de prime que vous avez donné à votre assureur, ils en ont pris 75 $ pour payer pour les réclamations qu'ils ont eues. Et ce, avant même d'avoir payé leurs frais d'exploitation. Après les collisions simples, les prochaines catégories de pertes les plus fréquentes en assurance et les plus coûteuses pour l'industrie de l'assurance sont celles occasionnées par le vent et la grêle. Elles représentent entre 10 et 20 % des réclamations, dépendamment de l'année et de la fréquence et des sévérités des tempêtes qu'on aura eues cette année-là. Ici, nous parlons d'auvents arrachés, qui comptent pour à peu près 10 % de nos pertes, mais aussi des plus gros dommages causés par des fortes tempêtes de vent,
parle ici on peut parler d'ouragans ou même de tornades, des inondations et de la grêle aussi. Avec le dérèglement climatique que nous vivons, la fréquence et la violence des tempêtes est en constante augmentation. Les experts s'entendent tous pour nous dire que les événements climatiques qu'auparavant on voyait aux 20 ans ou même 50, 100 ans, on est probablement pour les voir à toutes les 5, même peut-être 2 ans. 2018 a été la 4e pire année de l'histoire de l'assurance, et ce depuis que nous comptabilisons ce genre d'informations. C'est les catastrophes naturelles qui ont coûté à elles seules plus de 1,8 milliard de dollars à l'industrie de l'assurance. Les années qui auraient été pires que 2018, on peut penser à l'année de la grêle ou l'année où il y a eu les gros feux à Fort McMurray. Donc, on parle de très gros événements. Je vais vous donner une petite liste de tous les événements qui se sont passés en 2018 pour juste vous mettre un petit peu en contexte. On a commencé en janvier avec une tempête hivernale et des inondations qui ont frappé l'Est du Canada. Elles ont coûté 54 millions à l'industrie de l'assurance. En février, on a eu d'autres tempêtes hivernales et d'autres inondations, mais cette fois-ci dans le sud de l'Ontario et au Québec, et elles ont coûté 57 millions. Au début avril, on a eu des tempêtes encore en Ontario et au Québec qui ont coûté 85 millions. À la mi-avril, parce qu'avril, il fallait qu'il se passe 2 choses, il ne peut pas juste se passer une chose, on a eu une tempête de verglas en Ontario, et celle-ci, tâchez votre tuque, elle a coûté 190 millions. En mai, on a continué avec des tempêtes de vent en Ontario et au Québec pour 410 millions. Et pendant l'été 2018, on a eu des tempêtes estivales dans la région des prairies, qui, elles, ont coûté 240 millions à l'industrie. En août, on a terminé notre été avec d'autres inondations en Ontario, cette fois-ci pour 80 millions. Et en octobre, on a eu des tornades. Pas des choses qui arrivent souvent au Canada, mais on a eu des grosses tornades dans un corridor entre l'Ontario et le Québec qui ont coûté 295 millions à l'industrie. Et on a fini notre belle année 2018 en décembre avec une tempête hivernale en Colombie-Britannique qui a coûté 37 millions à l'industrie. Tout ça pour une belle année de catastrophes. Puis contrairement à d'autres années où on avait des catastrophes naturelles, 2018, ce sont, comme vous avez pu voir par ma liste, des tempêtes ou des événements qui ont frappé tout le Canada au complet. Donc, il n'y a pas une région du tout qui a été épargnée. À ça s'ajoute aussi une forte augmentation des coûts des réparations. Les VR, tout comme les voitures, sont dotés aujourd'hui d'équipements de plus en plus sophistiqués. Par équipement sophistiqué, ici, on parle de sensors qu'on peut avoir sur nos rétroviseurs pour nous avertir avant de changer de voie qu'il y a quelqu'un dans notre voie, ou des caméras dans nos pare-chocs arrière pour nous aider à reculer notre véhicule. Tous ces équipements, des auvents maintenant qui sont électriques. Avant, c'était des auvents manuels. Donc, un auvent électrique, ça coûte à peu près 2 fois le prix d'un auvent manuel à remplacer. Tout cet équipement exige une main-d'œuvre qui est formée, de l'équipement qui est plus sophistiqué et naturellement, plus de temps de réparation. Bien, merci beaucoup, Lucie, pour cette information. C'est super intéressant. Et de plus, c'est directement relié avec mon prochain sujet. Les qualités d'un bon conducteur. La première qualité que j'ai mise sur ma liste, c'est le respect des règles de la circulation. C'est hyper important de respecter le Code de la sécurité routière. De plus, en 2018, le Code de la sécurité routière a été revu afin d'être plus représentatif de la réalité automobile aujourd'hui. Dans sa notion de partage de la route, il introduit la nouvelle responsabilité suivante. Le plus gros doit prendre soin des plus petits. C'est un pas de plus du principe que le plus gros a préséance sur la route. Autrement dit, il s'agit d'inculquer les notions de courtoisie aux conducteurs de véhicules lourds. Je vous parlais que c'est la loi s'applique aux véhicules lourds. Nous, parce qu'on trouve que ces principes-là sont super importants pour une conduite sécuritaire de notre VR, on essaie de respecter le principe et on le transfère aux conducteurs de véhicules récréatifs. Maintenant, il ne suffit plus de savoir conduire sur la route, mais aussi de savoir comment se comporter au volant de notre VR. Ainsi, sur la route, avec notre VR, vous aurez maintenant la responsabilité de la sécurité des cyclistes et des piétons qui croisent votre chemin.
C'est la loi pour les véhicules lourds, ça ne l'est pas pour les VR. On veut seulement respecter le principe de la loi. Une autre des qualités d'un bon conducteur, c'est quelqu'un qui est patient, quelqu'un qui est courtois, quelqu'un qui est vigilant et prudent. Ça m'amène à parler des mauvais plis de certains conducteurs. Il faut faire attention aux mauvais plis. On en a tous. Un comportement inapproprié, non civique. Par exemple, la rage au volant est à proscrire au volant de votre VR. Le respect aléatoire de la sécurité routière aussi est à proscrire. Enguirlander les autres pour pas grand-chose, c'est aussi à proscrire. Et ne pas freiner complètement aux arrêts, c'est également à proscrire. Avoir une mauvaise position de conduite vous fatiguera plus rapidement, ce qui vous rendra moins patient et moins courtois. C'est important d'avoir une bonne posture de conduite derrière le volant. Une autre qualité d'un bon conducteur, c'est quelqu'un qui est prévoyant. Quelqu'un qui est prévoyant fera son auvent avant de quitter son site de camping. Il fera également ses inspections de vérification avant départ. C'est ça, quelqu'un de prévoyant. Au niveau d'une autre qualité d'un bon conducteur de VR, c'est quelqu'un qui regarde au loin. En regardant loin, ça vous permet d'anticiper la circulation en avant de vous et ça vous donne les quelques secondes nécessaires pour faire une manœuvre sécuritaire pour éviter un auto qui est arrêté, un auto qui est stationné sur l'accotement, etc. Aussi, une autre qualité d'un bon conducteur, c'est quelqu'un qui maîtrise bien les dimensions de son VR. Il sait que c'est un véhicule lourd. Par conséquent, il garde ses distances avec l'auto en avant de lui. Une autre qualité au niveau d'un bon conducteur de VR, c'est qu'il faut éviter les distractions. Ici, je fais référence au fameux GPS, au cellulaire et toute autre technologie à bord des VR. La majorité des collisions sont causées par des conducteurs qui s'endorment, qui parlent au cellulaire, qui se maquillent ou qui sont simplement distraits. Cette information vient d'une étude américaine que j'ai lue avant ma conférence. Depuis l'été 2018, la loi interdit de manipuler son téléphone cellulaire. Dès que le moteur tourne, il est interdit de faire usage de tout appareil connecté, sauf le main libre. Il est interdit de faire usage de tout appareil connecté, même un système de navigation GPS, et ça inclut votre cellulaire. Cela inclut aussi les moments où votre VR est immobilisé au feu rouge. Ainsi, les pénalités pour les conducteurs fautifs, là je parle autant des véhicules lourds que des conducteurs de VR, est plus salée, soit une amende de 300-600 $ pour la première amende avec 5 points d'inaptitude, et en cas de récidive, ceci double. Il faut aussi, à titre de bon conducteur de VR, éviter les manœuvres brusques et faire connaître ses intentions. Il faut utiliser les clignotants, c'est certain. Les manœuvres brusques, comment on sait qu'on fait des manœuvres brusques? C'est fort simple. Un bon indicateur pour savoir si vous faites des manœuvres brusques, c'est lorsque, peu importe le type de VR que vous avez, lorsque vous retournez dans votre VR après un certain trajet et vous apercevez qu'il y a des choses, des marchandises qui ont tombé par terre. C'est fort évident que vous avez fait des manœuvres brusques et les marchandises ont tombé par terre à cause de ça. C'est un indicateur. Il faut aussi reconnaître les signes de fatigue. On en a parlé tantôt au niveau des signes de fatigue. Ceci termine notre webconférence. Lucie, avais-tu quelque chose à ajouter? Non, merci. Je pense qu'on peut aller à la période des questions. Parfait. On peut aller à la période des questions. Merci beaucoup.